avons décidé cette année d'être résolument optimistes. Je crois qu'on en a vraiment besoin, surtout dans ce contexte morose. Et on a terminé l'année avec les 30 ans de la clé sur les victoires féministes des 30 dernières années. Et on s'est dit, avec notamment Claire Dessein, je vais y revenir, qu'il fallait vraiment que on puisse continuer sur cette lancée optimiste. Et ça fait un moment que nous en parlions. Et Claire me disait, bien sûr qu'il faut parler des violences subies par les femmes en situation de handicap ou les femmes handicapées, mais à un moment, il faut aussi voir qu'il n'y a pas que ça, que les femmes handicapées sont résilientes, sont fortes et qu'elles arrivent avec beaucoup de volonté, mais elles arrivent à occuper leur juste place et à prendre le leadership. Donc, on a décidé que c'était l'angle d'approche de cette conférence. C'est un sujet qui est trop peu exploré. Les femmes leaders et qui sont en situation de handicap ou qui sont handicapées. On a eu un petit débat interne avec nos panélistes tout à l'heure et on a décidé de dire femmes handicapées ou femmes en situation de handicap. Voilà, si ça convient à tout le monde. J'emploierai ces termes indifféremment. 5 magnifiques panélistes que je vais pas tarder à vous présenter et que ce qu'on veut voir, c'est comment, au travers du témoignage de leur propre expérience, elles ont mis en place des moyens pour asseoir leur leadership et en deuxième étape de cette conférence ou de cette rencontre, c'est comment aujourd'hui elles peuvent influencer et ouvrir la voie à toutes les femmes handicapées. Voilà, c'est ça l'idée, on a une expérience individuelle qui est en soi exceptionnelle, mais aussi au-delà de son cas individuel, comment on fait œuvre collective parce qu'on est porteuse d'espoir on est rôle modèle pour beaucoup d'autres. Voilà. Donc, nos panélistes, qui sont non seulement des femmes leaders dans leur domaine, mais qui sont du coup des pionnières, parce que Claire va nous le rappeler tout à l'heure, il y a encore une marge de progression en termes de statistiques. Donc, Claire Dessein, qui est coprésidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, je veux lui faire une mention particulière parce qu'elle a vraiment co-organisé avec nous ce panel et cette rencontre. Elle va faire une introduction générale sur la situation du handicap en France et dans le monde. Nous entendrons d'abord Grace Mpondo et Anne-Sarah Kertudo, qui sont toutes deux domiciliées en France. Puis, nous entendrons ensuite au niveau international Selma Quidri et Anna Pelaez. Voilà. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Claire Dessein. Avant tout, je veux quand même la présenter rapidement, même si beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc, Claire, outre qu'elle est coprésidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qu'on connaît toutes très bien, FDFA, elle est active dans plusieurs associations féministes, évidemment. Et vous avez fait, je vais continuer à te tutoyer, Claire, parce que on a trop l'habitude, on se connaît depuis longtemps. Tu as fait de l'égalité femmes-hommes vraiment l'objectif de ton militantisme. Tu as été conseillère technique en 2002-2004 au cabinet de Nicolas Meline
qui était alors ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle, et tu étais chargée des droits des femmes handicapées, entre autres choses, hein, tu n'avais pas que cela. Tu as, pour l'association FDFA, qui a été créée en 2003 et dont l'objectif était de lutter contre la double discrimination qu'entraîne le fait d'être à la fois une femme et d'être handicapée. Et tu as porté avec cette association naissante le plaidoyer positif des femmes handicapées qui sont citoyennes avant tout. Je crois que c'est vraiment votre objectif. Et donc, vous avez beaucoup œuvré à rendre visibles les grandes oubliées que sont les femmes handicapées, et en particulier celles qui subissent des violences. 4 sur 5 d'entre elles, d'après tous les chiffres malheureusement concordants. Et je te laisse la parole. Tu es féministe engagée, on le sait. Tu t'investis dans le croisement entre les associations féministes et les réseaux. Tu es aussi vice-présidente de Réussir l'égalité femmes-hommes, administratrice de la Clé, j'ai oublié de le dire quand même. Tu es une administratrice de la Clé et tu milites pour une approche de genre dans le handicap. Voilà, et tu es aussi secrétaire générale de Handifemmes épanouies et tu es membre élu du comité femmes du Forum européen des personnes handicapées de Bruxelles. Je pense que ça méritait qu'on dise tout ça. Bon, voilà, maintenant tu as bien rougi, je pense, et maintenant tu peux parler. C'est à toi. Bien. Merci beaucoup, Jocelyne. Je voulais dire aussi que j'ai co-organisé avec Grace. Hein, aussi, on a beaucoup travaillé toutes les deux ensemble. Voilà, donc je remercie beaucoup la Clé de faire de ce sujet, qui est un sujet important, qui n'est pas toujours pris en compte par les associations féministes. Et donc, c'est important qu'il y ait vraiment ce croisement entre femmes, associations féministes et femmes handicapées. Donc, je vais vous dire, c'est surtout le contexte dans lequel se fait ce leadership des femmes handicapées. Donc, en sachant que de façon générale, les femmes handicapées sont des femmes qui sont complètement invisibles et absentes de la société. Alors, un petit mot quand même sur l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, dont tu as bien parlé, Jocelyne. Effectivement, elle a été créée par Maudy Piot, donc, qui était non-voyante et psychanalyste. Et elle est née du constat que les associations de personnes handicapées n'avaient pas d'approche d'égalité femmes-hommes et étaient le plus souvent dirigées par des hommes. Aussi, il lui a semblé qu'il était nécessaire, justement, cet empowerment, que la voix des femmes handicapées soit spécifiquement portée. Et d'autre part, que les associations féministes s'étaient peu penchées sur le problème des femmes handicapées et souvent les oubliaient, parce que bon, ça ne faisait pas partie de la culture. Et donc maintenant, c'est vrai que grâce au travail qui a été fait par FDFA, maintenant les associations féministes sont très impliquées. Alors le but de l'association, je le redis simplement, donc c'est effectivement de promouvoir la place des femmes handicapées dans la société, de combattre la double discrimination qu'elles subissent en tant que femmes et en tant que personnes handicapées, et surtout, et aussi de lutter contre les violences. Et comme tu le dis, elle veut effectivement montrer que les femmes handicapées sont des citoyennes avant tout, c'est-à-dire c'est bien leur empowerment qui vient dans les buts de l'association. Alors, je voulais parler un petit peu de Maudy Piot, qui est justement un exemple de ce que le leadership des femmes handicapées peut apporter. Avant Maudy, personne ne parlait des femmes handicapées en France. Donc, elle a apporté l'éveil des consciences sur la thématique des femmes handicapées en tant que citoyennes, la sortie de leur invisibilité, et enfin, elle nous a fait mettre un focus sur les violences faites aux femmes handicapées. Et si maintenant les politiques, les institutions s'en préoccupent, c'est bien grâce à ce travail de Maudy, et je pense que c'est vraiment un très gros exemple d'empowerment. La ténacité, la capacité à convaincre de Maudy ont réussi à faire que les ministres, les institutions, les politiques prennent en compte pour la première fois cette thématique, aussi bien dans les politiques d'égalité femmes-hommes que dans les politiques concernant le handicap. Et du coup, la société civile aussi a été convaincue grâce au charisme de Maudy. Donc, c'est vraiment, je pense, un très bon exemple de ce que c'est que l'empowerment des femmes handicapées et que ça va bien au-delà des associations de personnes handicapées, que c'est vraiment un changement de regard dans la société. Je ne sais pas, Agathe, si tu peux te projeter, parce que j'avais envoyé un petit PowerPoint, je voulais montrer le handicap en quelques chiffres.
mais je ne sais pas si tu as prévu de… Je crois qu'on avait demandé si vous aviez Je les ai des envoyés. PowerPoint, Bon, c'est mais pas on n'a pas eu grave. de réponse. Alors, je ne Si, je sais l'ai pas. envoyé hier. Ah bon, bah alors, Bon, c'est pas grave, je ne sais je pas. vais les lire. Bon. Donc, le handicap, en quelques chiffres, dans le monde, 15% de la population mondiale est handicapée, donc c'est quand même un nombre important. En Europe, on compte environ 46 millions de femmes et de filles handicapées, soit 16% de la population féminine. En France, 18% de la population française est en situation de handicap, ce qui fait environ 12 millions de personnes. Et 54% en France des personnes handicapées sont des femmes, ce qui fait quand même un nombre important. Alors, effectivement, les femmes handicapées se trouvent, non seulement elles sont en butte à l'invisibilité, mais en plus, elles ont de nombreuses barrières, de nombreux obstacles. Alors, je vais prendre quelques exemples. Dans l'emploi, en particulier, qui est un domaine où c'est vraiment important d'avoir de l'empowerment, elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir un diplôme de l'enseignement supérieur. Il y a 19% de femmes contre 14%, nous dit la DARES. Mais l'obtention d'un diplôme supérieur n'augmente pas les chances d'avoir un emploi rémunérateur pour les femmes en situation de handicap, parce qu'elles sont souvent sous-employées, mises dans des postes de placard, et surtout, on leur offre peu de promotion et elles n'ont pas une vraie carrière professionnelle. Donc là aussi, c'est un point important où il faut qu'elles puissent exercer leur leadership. Elles sont confrontées à une défiance quant à leurs aptitudes professionnelles. Même si elles ont des diplômes, on se pose toujours la question sur leurs capacités. Et qui va jusqu'à remettre en question la nécessité même que les femmes handicapées aient une insertion professionnelle, alors que c'est vraiment la base pour pouvoir avoir une activité importante et de leadership et aussi également d'autonomie financière. Et enfin, on s'aperçoit qu'elles ont un accès très limité à la formation professionnelle. Par exemple, la GFIP considère qu'il y a seulement 5% de femmes dans les contrats d'apprentissage. Parmi celles qui réussissent à travailler, on a remarqué que seulement 1% d'entre elles sont cadres. Donc, vous voyez comme c'est difficile pour elles d'arriver à grimper les échelons et être dans des métiers, des positions de décision. Alors que les hommes arrivent à 14%. Bon, c'est pas beaucoup. Non, pardon. Alors qu'elles sont, dans l'ensemble des femmes en emploi, elles sont à 14% et que les hommes handicapés cadres sont 10%. Ceci vient du rapport du Défenseur des droits de 2016. Donc, elles ne se trouvent pas à des postes à responsabilité, que ce soit dans les entreprises, les syndicats, la fonction publique. Concernant les créatrices d'entreprises, parce qu'il y a un certain nombre de femmes handicapées qui se disent, puisque je n'ai pas beaucoup de chance dans les entreprises, je vais créer mon entreprise, c'est à peu près pareil que dans la population générale, environ 30%. Mais la GFIP, encore une fois, dit que dans ses accompagnements à la création d'activités, ça vise majoritairement les hommes à 70%. Autre chose qui est très important, c'est le manque de modèles. Donc, tu as insisté, Jocelyne, le manque de modèles, on les voit très peu et elles sont absentes de nombreuses sphères de la société. Sans que personne se pose de problème, que ce soit dans les médias, dans la politique, dans le monde des affaires, dans les arts. Donc, elles sont face à avoir aucun modèle reconnu de réussite de femmes handicapées. Une seule exception, c'est le sport de haut niveau, grâce à Handisport et aux Jeux paralympiques, qui un peu plus médiatisent maintenant les femmes handicapées qui réussissent, comme Amélie Le Fur. Mais pourtant, les femmes handicapées, loin des stéréotypes sur le handicap, montrent qu'elles ont des capacités de leadership en créant des associations, en étant actives dans des comités, en se faisant entendre par leur plaidoyer, en innovant par la création de nouveaux services. Ces femmes portent la voix des femmes handicapées, elles montrent la voie, elles les entraînent, et par la force de conviction, elles vont changer le regard de la société sur les femmes handicapées. Leur expérience, leurs compétences, leur capacité d'adaptation et leur force créatrice sont des atouts précieux dont la société a bien besoin pour se renouveler et affronter les défis du futur. Aussi, nous allons entendre quelques-unes de ces femmes qui sont réunies aujourd'hui pour parler de leur expérience et de ce qu'elles font dans la société. Nous passons donc je vais passer la parole à Grace Pondeau. Grace Pondeau qui est une des membres
de la clé, membre administratrice de la clé, grâce à créer l'association Handi-Femmes épanouies en 2019 parce qu'elle constatait l'insuffisance d'accompagnement des femmes handicapées. Elle s'est dit, bon voilà, il faut effectivement qu'on réussisse à faire ça, à être, à se mobiliser là-dessus sur un tas de choses. Elle est plutôt sur aussi notamment la maternité, les questions comme ça, mais elle nous en parlera mieux que moi. Donc, grâce et également une membre active de l'association FDFA, Femmes pour le dire et Femmes pour agir. Et Grâce, tu milites aussi en outre dans différentes associations et institutions, parmi lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées dans l'Oise. Tu milites par ailleurs en politique aussi parce que tu considères qu'il ne faut pas seulement s'investir dans le milieu associatif, mais en politique si on veut faire avancer les droits des femmes handicapées. Et donc, félicitations pour ce courage qui est un parcours du combattant et encore plus un parcours de la combattante, encore plus difficile. Et tu as été notamment, tu as occupé différents postes de responsabilité dans plusieurs domaines et tu as toujours fait le lien avec le handicap pour rendre visible la problématique des femmes handicapées. Je crois que tu as également été tête de liste Outre-mer aux élections européennes de 2014 pour promouvoir justement la place des femmes en situation de handicap en politique. Nous t'écoutons, Grâce. Alors, toi, quels moyens tu as mis en place pour asseoir ton leadership dans ton domaine? Tu as 7 minutes. Je suis ravie d'être parmi vous. Comme Jocelyne m'a déjà présenté, je ne veux pas revenir en arrière. Et je ne peux pas commencer à parler des femmes en situation de handicap si je ne parle pas de l'estime de soi, parce que pour moi, c'est le socle, c'est à partir de là que ça peut partir. Donc, je vais essayer de donner une définition que je veux vous lire, qui a été écrite par une psychologue. C'est celle que moi, je pense prendre un peu, je donne l'importance à ce qu'elle dit dans cette définition. Alors, l'estime de soi est un terme désignant le jugement ou l'évaluation d'une personne de sa propre valeur. Lorsqu'un individu accomplit un acte qu'il pense valable, il ressent une valorisation lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs. Il réagit en basant dans son estime. Pourquoi j'essaie de dire tout ça? Parce que selon un psychologue, pour que pas citer plusieurs, Georges Rosès, il trouve qu'il faut différencier la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi qui est un rapport avec la capacité qu'avec des valeurs. C'est-à-dire, ça nous donne une image pourquoi nous, peut-être nous les femmes qui sont là aujourd'hui, on peut réussir. Et je demande un peu à l'Assemblée de m'excuser de ma manière de m'exprimer et de mon accent. Et comme dit souvent Jocelyne, j'ai porté 3 handicaps. Je suis noire, je suis femme et je suis handicapée. Donc, on essaye de bien comprendre ce que je dis pour qu'on... Alors, par cette définition, mon message sur l'estime de soi, pour plus les personnes, je veux que les personnes qui aident les enfants dès le bas âge puissent avoir beaucoup de charges à leur épaule pour les transmettre les piliers fondamentaux de l'estime de soi. Je le dis, ce n'est pas de morale, ce n'est pas pour donner les leçons, mais c'est pour montrer encore une fois comment est-ce qu'à partir de notre âge du bébé, à partir dès qu'on sort du ventre même, on peut pouvoir réussir.
pour moi, le rôle de ce pilier fondamental est très, très, très important. Il y en a 3 que je cite un peu peut-être souvent, pour ceux qui m'ont déjà écouté. C'est quand on arrive à nous transmettre l'amour inconditionnel que chaque individu doit avoir autour de soi, quoi. Comment je peux dire ça? Donc, il faut qu'on nous donne la force de comprendre ce que c'est que la vision positive de soi. Si on ne l'a pas reçu, comme j'ai dit au départ, c'est difficile de parler aujourd'hui, de faire ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, qu'on n'oublie pas la confiance en soi qui restaure la conviction de se sentir capable de, c'est-à-dire d'être là, comme je dis, capable de faire, capable de choisir, capable de. Et parmi ces fondamentaux, je voulais attirer l'attention de ces 3 piliers qui doivent être interdépendants, c'est-à-dire si on n'arrive pas, que ça soit équilibré. Si une personne, un individu ne les reçoit pas et que ça soit dans une façon équitable, surtout à l'âge qui se concrétise à l'âge de 8 ans, on ne peut pas avoir une estime de soi solide, de manière que je peux citer un peu ce qu'on doit acquérir à ce moment, puisqu'en ce moment, on doit acquérir la confiance en soi, non pas la confiance en soi, la conscience en soi, la conscience d'avoir une image, c'est-à-dire déjà aimer son image, et la représentant globale de toi. Ça, souvent, c'est ce qui échappe je peux dire aux personnes handicapées, mais comme on parle des femmes là, c'est ce qui nous échappe beaucoup. Si on ne réussit pas à voir, c'est ce que j'ai dit sur l'estime de soi, sur la conscience en soi, être en face des personnes après, des gens après pour s'imposer ou c'est difficile. Donc, à mon avis, recevoir tout ce que j'ai dit en amont nous permet de se présenter, de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je m'attelle ça parce que je veux que les gens puissent porter ce message après auprès des personnes qui s'occupent des femmes, comme j'aime bien la grossesse, des femmes qui sont enceintes, qui vont avoir un enfant et qui ont par la suite l'annonce d'un enfant handicapé qui est différent des autres. Ce qui les attendra après sur le travail à faire par rapport à cet enfant ou cet individu ou alors qui a eu l'accident. Donc, je continue à dire à ce moment que ce n'est pas que si on ne réussit pas à l'avoir quand on est jeune ou quand on est jeune, comme je dis, jeune âge, par le travail psychologique, bien sûr, on peut l'accueillir, mais ça va être un peu difficile pour se présenter ou faire comme je fais aujourd'hui. Ça serait très difficile. D'intégrer la société, d'essayer de conscientiser la possibilité de conscientiser les personnes à comprendre ce que c'est que la personne handicapée ou la personne handicapée elle-même, être consciente de sa personne, qu'elle est une femme, comme on reste sur les femmes. Et dans ce cas, saisir, puis essayer d'accepter de saisir ce qu'on appelle le désir, la notion du désir. Et être devant, là aujourd'hui, comme je dis, s'imposer en face de la clé, en face de Jocelyne, pour lui dire que je préfère que nous fassions un mardi de la clé pour présenter les femmes handicapées autrement. Alors, je peux rajouter pour terminer avec l'estime de soi sur deux choses encore que je vois que c'est crucial. Lorsqu'on a l'handicap à l'âge où on est en train de se développer, quel que soit l'âge, c'est difficile d'avoir la capacité de se présenter. Je l'ai déjà dit, mais pourquoi je le répète? C'est parce que si on n'arrive pas à nous donner, en dehors de l'estime de soi, en dehors de la confiance, si l'entourage aussi ne nous met pas dans leur esprit, en dehors de la conscientisation, dans leur esprit que les êtres humains, quelle que soit leur façon d'être ou quelle que soit leur difficulté,
ont une place, c'est difficile de devenir ou de faire quelque chose de précis. Alors, c'est ça que ça peut porter comme conséquence. Donc, je parle donc de moi maintenant. Je n'avais pas eu les parents qui avaient compris cette partie, comment faire pour aider un enfant qui est handicapé, comme j'ai eu mon accident très tôt. Cette personne ne pourra pas faire autre chose. Donc, partir avec ça, ce soir, ça peut être quelque chose de positif. Bon, maintenant, parler de moi, dans quel sens? Je suis tellement une femme engagée, j'ai la vie politique, j'ai la vie familiale, l'éducation, l'emploi et la vie associative et l'entrepreneuriat que tu as dit tout à l'heure. Si je peux dire 2 mots sur la vie politique, si j'ai encore 2 minutes, ou la vie. Je t'en prie. Voilà, donc j'aurais que dans ces 3 mots-là, ces 4 points que j'ai mis, en politique, comme tu disais tout à l'heure, tu l'as dit, j'ai été 2 fois élu local et après j'ai été tête de liste aux européennes et après je fais beaucoup des institutions que je continue même à siéger à travers la clé. Et donc, à part ça, si je peux parler très rapidement de mon engagement vie familiale, j'ai eu, comme j'ai dit, j'ai eu l'accident quand je devais avoir l'âge de 1 an et demi de vie. Donc, j'ai grandi avec ça, je fais l'école élémentaire, l'école primaire, et j'ai eu à avoir un homme que j'ai connu à l'âge de 20 ans et qui était dans son école d'ingénieur et moi dans mon école d'infirmière. Et on a réussi à être ensemble jusqu'aujourd'hui. J'ai eu 4 enfants et j'ai 3 petits-enfants. Donc, je peux dire que dans cette partie-là, j'ai aussi réussi en tant que femme handicapée ou en situation de handicap. Là, au niveau de l'éducation, j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait l'école d'infirmière et j'ai opté pour aller au bloc pour essayer de, comme je sais toujours comment faire pour ne pas être en difficulté, je n'étais pas dans le service, j'étais dans le bloc opératoire pour être aide opératoire pour pouvoir ne pas aller un peu partout et montrer que je ne serais pas capable de le faire. Et par la suite, ce que j'ai fait, étant bien curieuse, j'ai fait la formation du conseil conjugal pour mieux comprendre les personnes, pour mieux comprendre un peu. Et je me suis dit, curieuse que je suis, je ne peux pas rester que conseiller conjugal. Je suis entrée à faire la formation de langage de signes préconceptionnel, la consultation préconceptionnelle. Et après, j'ai fait la psychothérapeute et thérapeute de couple et de famille. Pourquoi j'ai fait tout ça? C'est pour aller, quand je voulais créer l'association, oui, je me suis dit, il faut avoir ce qu'on appelle la psychologie des personnes et comprendre un peu comment chaque personne fonctionne. Et c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, on a bien compris que tu as investi plusieurs champs, de la politique à la famille professionnelle, et que dans tous ces champs-là, tu n'as jamais rien lâché, la preuve, et tu es effectivement une femme déterminée et enjouée, et c'est un plaisir de t'entendre, et c'est un plaisir aussi de voir comme tu es volontaire aussi. Donc, c'est très important. Je pense que c'est un exemple à suivre, ce côté très déterminé. Merci beaucoup, Grace. Donc, nous allons passer maintenant à Anna Sara Cartudo. Anna Sara, donc, vous avez fondé en 2009 Droit Pluriel, qui est une association de référence pour toutes les questions relatives à l'accessibilité de la justice, n'est-ce pas? Vous dirigez aujourd'hui cette structure qui apporte une réponse aux questions de droit de toute personne en situation de handicap, empêchée de se rendre dans les lieux d'accès aux droits faute d'aménagement adapté. Ça, c'est un vrai sujet partout au quotidien. Et je crois que votre association forme également les professionnels du droit, magistrats, avocats, gendarmes, etc., à un accueil inclusif, c'est-à-dire qui prennent en compte effectivement les difficultés, les obstacles qui sont ceux des personnes handicapées, et en particulier des femmes handicapées. Anna Sara, vous êtes juriste, vous avez pendant 10 ans
entre 2002 et 2013, fait de l'accompagnement juridique en langue des signes dans le cadre de la première permanence juridique pour les sourds que vous avez créée à la mairie de Paris. Nous sommes deux anciennes collègues, quelque part, puisque j'ai eu le plaisir de travailler à la mairie de Paris. Vous avez organisé au Palais de Justice en 2010 le procès dans le noir, une reconstitution théâtrale dans l'obscurité totale d'une audience correctionnelle. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment un exemple à suivre, parce que rien ne me semble mieux que de mettre en situation les gens, les voyants. Et c'est vrai que ce serait bien que vous nous racontiez un petit peu ce qu'il en est ressorti. Par ailleurs, vous êtes autrice, vous avez réalisé des documentaires et vous venez de signer le scénario d'un téléfilm dont vous pourrez nous dire un mot, j'espère. Et puis, vous êtes relectrice d'audiodescription pour l'association Les Yeux Dits. Donc, nous avons compris que vous étiez non-voyante ou aveugle, je ne sais pas comment vous vous définissez, mais je vous laisserai vous définir vous-même. Que vous êtes devenue donc aveugle, je pense, en 2015 et malentendante à l'adolescence, mais que vous explorez à travers des projets artistiques le handicap dans toutes ses dimensions créatives. Parce que la singularité, ça constitue aussi un formidable moteur d'innovation, c'est évident. Voilà, Anne-Sara, pardon, vous, donc votre parcours exceptionnel, vous allez nous le raconter. En quelques minutes, malheureusement, il faut qu'on laisse la place à tout le monde. Et puis, vous allez effectivement nous dire quels sont les moyens que vous avez mis en place pour arriver à vos fins, quoi, à occuper votre juste place dans la société. C'est à vous. Beaucoup. Bonsoir à vous et puis merci de cette invitation. Je vais faire assez rapide en fait parce que vous avez déjà raconté pas mal de choses sur mon parcours, donc je vais plutôt rebondir sur la question qui était dans votre première partie, c'est-à-dire le leadership. Parce que quand vous m'avez invité, ça m'a fait plaisir. En plus, voilà, les structures qui sont présentes me sont et familières et sympathiques, donc ça m'a semblé une bonne occasion qu'on se retrouve tout ensemble. Mais c'est vrai que leaduse, je ne suis pas sûre que je me définisse comme ça, et ce n'est pas non plus forcément ce que j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire. En fait, moi, tout ce que j'ai fait, que vous avez là décrit, c'est vraiment un engagement collectif. Ce qui m'a intéressée en fait depuis toujours, c'était non pas d'être la première, la chef, de mener des troupes, c'est plutôt d'être ensemble et d'être avec d'autres. Et il m'a semblé que pour ça, le meilleur moyen, c'était l'engagement. Donc l'engagement dans des combats qui permettent qu'on soit tous ensemble, pas des combats pour la guerre, mais des combats de paix, pour l'égalité des droits. Donc moi, j'ai commencé avec effectivement les sans-abri. Donc j'étais à l'association Droit au logement. Et puis après, j'ai fait aussi un passage avec Modipio et Claire Dessin qui est avec nous à FDFA et puis à d'autres associations qui m'ont permis d'être sur ce sujet des femmes victimes de violences notamment. Donc c'était vraiment plein d'engagements divers dans ce but-là, d'être ensemble. Et je pense que c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, c'est faire corps ensemble sur des sujets pour ne pas rester seul. Donc après, effectivement, j'ai pris cette question du handicap à bras-le-corps avec l'association de droit pluriel, mais avec d'autres, et je n'aurais pas fait ça toute seule en fait. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vous dire. C'est s'engager pour être ensemble. Et je pense que c'est vraiment la clé du bien-être et du mieux-être. Ensuite, la deuxième clé pour moi, c'est l'amusement, c'est le plaisir. Et pour ça, effectivement, vous avez parlé du procès dans le noir. Par exemple, j'étais en résidence, donc j'écris, je fais des documentaires. Tout ça, c'est du plaisir. Le militantisme aussi, c'est du plaisir. Et je pense qu'il faut s'amuser. En fait, il faut qu'on invente des nouvelles formes de militantisme, des nouvelles formes pour parler de nos sujets,
et que ça soit joyeux et que ça donne envie, parce que c'est ça en fait le moteur. On ne va pas réussir à mobiliser sur des plaintes, sur des atermoiements. Il faut qu'on donne l'envie, non pas par des discours faux, outrancièrement positifs, si vous voulez, mais par une autre approche qui soit une approche joyeuse, c'est-à-dire que moi, je me lève pas le matin en pleurant parce que je suis aveugle, jamais. Ça m'a permis de découvrir plein d'autres choses, ça m'a permis d'être qui je suis, et c'est pas un problème en fait. Donc ça, c'est la deuxième clé. Et puis en dernier, ce qui me semblait important, c'est je rejoins complètement Grâce sur le fait que il faut l'estime de soi, il faut la confiance en soi, mais ça, c'est pas facile à avoir. Et notamment en situation de handicap, très tôt, on n'a pas ça. Et au contraire, on a plutôt l'inverse. On a la honte, on a l'envie de se cacher, on se sent moins bien que les autres. Et moi, la clé que j'ai trouvée là-dessus, ça a été le droit. C'est-à-dire que je me suis dit, telle situation, c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est pas inscrit dans la loi. Et donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça m'a permis de ne pas me mettre moi au centre en me disant je mérite mieux, je ne dois pas vivre ça moi. C'est déplacer le problème en se disant ce que je vis là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas conforme au droit, c'est pas conforme à la justice, et donc je suis pas d'accord. Et à partir de là, je trouve que c'est un moteur, le droit, la justice, l'égalité, c'est un moteur fabuleux parce que ça dépersonnalise et ça permet une fois de plus de rassembler et de faire un sujet collectif plutôt que des cas individuels. Donc c'est aussi pour ça que aujourd'hui on est dans cette association de droit pluriel mobilisée sur la question de l'égalité des droits pour les personnes en situation de handicap. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on est nombreuses et qu'effectivement il y aura un temps d'échange après. Je voudrais juste vous demander de nous parler de votre projet, de votre téléfilm. Juste quelques secondes, je suis curieuse et je pense que tout le monde l'est aussi. Alors, en fait, moi, j'ai fait un documentaire sur la parentalité des personnes aveugles. C'est-à-dire, vous êtes papa, maman aveugle, et puis vous avez des enfants. Déjà, je voulais montrer ça et dire, c'est non seulement possible, mais c'est complètement possible et c'est plein de bonheur, quoi. Et puis après, comme je suis toujours sur ce sujet de la justice, le documentaire montrait les situations de parents, parce que je me suis demandé comment ça se passe au final devant la justice quand l'un est aveugle, l'autre est voyant, comment les magistrats tranchent les questions de garde, puisque j'étais déjà dans ces sujets-là et que je voyais comment c'était compliqué pour les parents de garder leurs droits. Donc j'ai fait un documentaire là-dessus. Et j'ai eu la chance qu'une société de production remarque le documentaire et me demande d'en faire une fiction. Donc on vient de signer, voilà, de valider ça avec la télé qui va présenter ce sujet-là à 1 heure de grande écoute. Donc je trouve que c'est super parce que c'est ce qui nous manque aussi, ce qu'on appelle, nous, chez Droit Pluriel, on parle de coming out du handicap, c'est-à-dire que les personnes se montrent, que ça devienne quelque chose de normal et que une femme aveugle, maman, ce soit à 20h à la télé, qu'on présente cette famille comme une famille normale. Okay. Je trouve que vraiment vous parlez d'or quand vous dites voilà, moi c'est votre force à vous, ça, de dire j'ai pas besoin d'être leader, j'ai pas envie d'être leader, j'ai juste envie de faire ensemble, de faire collectif, et c'est effectivement ce qu'on s'efforce de faire aussi dans les associations féministes de manière générale, c'est d'essayer de faire que les individus portent ensemble du collectif pour le mieux vivre, quoi. Et je trouve que c'est vraiment c'est une leçon que vous donnez. Je vous remercie encore d'avoir bien voulu participer à cette conférence. Nous allons donc maintenant passer à Selma Quidri. Bonsoir Selma.
Vous êtes directrice générale et cofondatrice de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Vous êtes partie de votre Algérie natale il y a près de 25 ans pour vous installer au Québec. Vous êtes donc dans votre province d'adoption, qui est le Québec, et vous vous y êtes réalisé professionnellement et vous y êtes épanoui personnellement, nous expliquez-vous, en tant que femme immigrante en situation de handicap. Alors là encore, comme le disait Grace tout à l'heure pour d'autres raisons, mais c'est aussi c'est cette intersectionnalité au sens sociologique du terme des discriminations qui fait que vous êtes une personne à part, forcément, parce que vous multipliez vous subissez de multiples discriminations du fait de situations complexes. Vous êtes militante convaincue et travailleuse engagée, et vous avez contribué activement pour l'avancement des personnes handicapées et notamment et surtout les femmes et les filles. Votre parcours professionnel et activiste vous a mené à porter des dossiers de promotion et de défense des droits et intérêts en lien avec les violences et la discrimination, évidemment, l'autonomisation par l'accès au marché du travail, l'inclusion sociale et citoyenne, ainsi que l'accès équitable et égalitaire aux services sociaux et de santé. Vous travaillez activement à la reconnaissance de la participation de toutes et tous à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre ou leur origine ethnoculturelle, même si ce soir, nous faisons le focus sur les femmes qui, on le sait, sont encore plus discriminées. Et donc, pour vous, la société inclusive est une société qui met à l'avant l'équité, reconnaissant ainsi la diversité et les besoins de tous et toutes, de tous et toutes les citoyens, quoi, et qui reconnaît leur apport et qui interdit toute forme de discrimination. Et pour vous, c'est ce qui crée l'harmonie et la paix sociale. C'est une belle définition. Selma, nous vous écoutons. Bonjour et merci beaucoup pour cette belle invitation et ce beau panel avec des femmes extraordinaires avec qui je vais partager un petit peu mon parcours avec certains obstacles, mais beaucoup de facilitateurs aussi. Je vous l'avoue, comme vous venez de le dire, je viens de l'Algérie d'origine, je suis d'origine algérienne. Je me considère comme femme en situation de handicap. Je suis maman de 2 enfants, de 2 jeunes filles maintenant. Et donc, en fait, moi, ma rencontre avec le handicap s'est faite assez tôt dans ma vie. Je ne suis pas née avec une limitation, une incapacité. Je suis devenue malvoyante, ce qu'on appelle malvoyante, non pas, mais aveugle légalement à l'âge de 23 ans. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à considérer une identité presque différente ou un parcours presque différent de ce qui m'avait préparé. Donc, jusqu'à l'âge de 23 ans, j'agissais comme une personne qui avait beaucoup plus de privilèges qu'elle ne le pensait. Et en fait, c'est surtout qui a fait que j'ai vécu quand même un deuil assez important, il ne faut pas se le dire, pendant une bonne période de vie, à considérer qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir maintenant en ayant perdu la vision. Oui, bien sûr, mon parcours personnel, j'ai été élevée dans une famille où, comme tout à l'heure disait Grace, l'estime de soi était très, très encouragée, très importante. Je n'ai pas, comme je dis toujours, mon père et mes parents ont été féministes sans le savoir, ou ont poussé vraiment à ce que oui, il faut que tu ailles, l'éducation était très importante, une carrière, c'est très important de penser carrière et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas vécu ces obstacles-là, mais en bout de ligne, quand j'arrive avec le handicap, c'est là où je me pose la question, qui je suis, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Donc, c'est beaucoup de questionnements, mais le fait qu'on a quand même un petit bagage à l'avant, ça nous aide un petit peu à se dire, je vais avancer peut-être, mais ça va être plus difficile, mais je vais avancer. Ça a pris du temps.
Bien sûr, mes études ont été beaucoup me préparées à devenir militante, je l'avoue. J'étais beaucoup plus comme traductrice de formation, mais arrivée au Québec à l'âge de, enfin en 96, c'est vraiment fuir le terrorisme de mon pays avec un conjoint et un enfant. J'étais déjà maman d'un enfant, donc partir de rien, c'est vraiment en termes rien à voir, même vivre le deuil de ma condition aussi, ce que je pensais que c'était un deuil. Mais arrivé au Québec, c'est là où on se dit qu'est-ce que je fais maintenant et qu'est-ce que je devrais. Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de facilitant. C'est là où j'ai vu que oui, il y a des possibilités pour moi. Oui, le parcours migratoire a facilité certaines choses pour moi. Je n'ai pas ce que je vois aujourd'hui, par exemple, les migrants, les réfugiés, c'est tellement plus difficile, c'est horrible. Moi, je n'ai pas vécu ces problématiques-là et c'est pour ça que je me considère comme une privilégiée. Ça a été beaucoup plus facile d'arriver au Québec et se dire, OK, maintenant, je t'occupe de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as un enfant, est-ce que tu reviens aux études? Est-ce que tu contribues? Mais c'est là où j'ai rencontré des personnes merveilleuses qui m'ont aidé aussi à vivre avec mon incapacité aussi, de dire non, tu n'es pas une autre personne, tu es toujours là seulement, mais avec une situation différente. Là, il va falloir avoir des outils différents et des moyens différents pour pouvoir te réaliser. C'est là où je suis partie, par exemple. C'est sûr que le marché du travail n'a pas été facile au départ, tout de suite, à aller trouver, se dire, OK, je vais reprendre des études, c'est tout ce qu'on fait comme quand on est immigrant. Là, il va falloir acquérir l'expérience quand on arrive dans un pays différent. Oui, je n'ai pas vu beaucoup le racisme, je ne l'ai pas vécu, mais c'est beaucoup plus tard que j'ai compris un petit peu que les microagressions, le racisme peut être systémique aussi et différentes choses. Donc, ma rencontre avec des personnes, et je le nomme une personne en particulier, Maria Barilé, qui a été une des fondatrices. Tout à l'heure, vous parlez d'une personne qui s'appelait, j'ai oublié son nom, mais une des militantes qui était importante. Je vois le même parcours qu'a mené Maria Barilé depuis les années 70, qui a été, elle, mon modèle à moi par rapport à tout ce qui est la condition des femmes en situation de handicap. Oui, j'ai travaillé dans le milieu communautaire, beaucoup ce qu'on appelle associatif ici, pour acquérir des expériences de travail, mais je suis partie de rien, de me dire, il faut que j'apprenne tout, mais j'ai toujours été dans un même silo, c'est-à-dire avec les personnes handicapées, ne pas sortir de mon milieu, mais en rencontrant Maria Barilé, qui a elle-même fondé un organisme pour femmes handicapées ici au Québec et au Canada, j'ai su qu'on pouvait sortir de notre silo, puis on peut aller développer d'autres compétences et être nous-mêmes et devenir nous-mêmes aussi, donner notre apport à cette lutte-là. Donc, moi, j'ai découvert aussi c'est-à-dire je porte aujourd'hui les luttes et les combats de ces femmes-là. La route a été pavée pour nous, le chemin a été pavé et moi, je poursuis le travail de ces personnes-là, tout ce qui est en droit pour les femmes, surtout les femmes en situation de handicap, comme vous avez dit tout à l'heure, l'accès au marché du travail, le droit à la santé, aux services sociaux et l'élimination des violences et des discriminations. Par la suite, moi, ce que j'ai vu, bien sûr, vous avez parlé que le marché du travail était assez difficile. Les femmes souvent se retrouvent à étudier et avoir des diplômes et ne pas avoir des postes de travail valorisants. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, elles se retrouvent à créer, par exemple, leur propre emploi, ce qui nous est arrivé aussi, faire de l'entrepreneuriat. Mais j'ai travaillé dans des associations. Mais par la suite, je me suis impliquée beaucoup au niveau social, au niveau politique aussi, à intervenir auprès des gouvernements différents, que ce soit au Québec et au Canada, pour parler de la situation des femmes en situation des femmes handicapées, de revendiquer aussi les droits pour ces femmes-là et pour ce qui est de l'élimination des violences, intervenir auprès des gouvernements pour qu'il y ait des mesures concrètes pour l'élimination des violences. Les violences sont vécues par toutes les femmes et les femmes handicapées encore plus, et de travailler à ce que, moi personnellement, je travaille avec une approche féministe intersectionnelle pour comprendre aussi les couches vraiment de discrimination qui peuvent créer l'exclusion de certaines personnes dans une même société. Donc, le moyen que je trouve le plus efficace pour nous pour poursuivre cette lutte-là, ça a été vraiment de cofonder cet organisme qui est l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion, où on travaille à l'élimination de toute forme de violence et de discrimination, mais aussi à promouvoir l'équité en droit, l'équité en droit pour atteindre l'égalité de fait
et l'inclusion de toutes et de tous. Nous travaillons à mettre de l'avant la parité en termes de gouvernance, la parité vraiment. Par exemple, notre conseil d'administration est paritaire en représentation. De la diversité, par exemple, on travaille, voilà, on présente un petit peu mon organisme. C'est beaucoup pour, on travaille beaucoup pour la représentation de la diversité. Et nous, comme je dis, l'approche intersectionnelle est très, très présente dans notre travail. C'est avec une offre de services et de programmes qu'on crée la différence. Pour nous, c'est une sorte de militantisme. C'est pas juste de faire des plaidoyers, mais aussi de créer des opportunités de participation, surtout aux femmes en situation de handicap, quelle que soit leur origine ethnoculturelle ou leur genre. C'est très, très important, surtout les femmes immigrantes racisées qui sont donc encore plus exclues que les autres femmes. Donc, on apporte beaucoup, comme disait tout à l'heure Anne, c'est Anne Sarah, c'est pas que je sois le leader, moi, c'est qui sont les first followers, ceux qui sont avec nous, ceux qui croient en notre combat. C'est très important de les avoir avec nous, d'où l'approche intersectionnelle et de les mettre de l'avant, qu'elles soient aux tables de discussion avec nous aussi. Ce n'est pas juste moi qui représente tel. Je n'aime pas, comme je dis quand on m'interpelle, je n'aime pas porter tous les chapeaux. Bien sûr, je suis une bonne image parce que je suis une femme immigrante, racisée, en plus handicapée. Ça passe bien pour l'image de n'importe quelle organisation publique, parapublique ou privée. On coche la case et on nous met dans la photo. Non, moi, je refuse d'être cette représentation. Il y a d'autres personnes, peut-être meilleures que moi aussi. Le savoir expérientiel de toutes les personnes, surtout les femmes handicapées, est très important de mettre de l'avant. Donc, c'est surtout ce travail-là que j'ai appris avec mes prédécesseurs qui sont, comme je l'ai dit, Maria Barillier, qui est une des femmes les plus importantes, qui a tellement milité aussi pour l'accessibilité universelle, par exemple, des transports en commun. Aujourd'hui, c'est grâce à elle aujourd'hui qu'on a des stations de métro qui sont accessibles, par exemple, des ascenseurs. Et nous, on poursuit le travail. On a mobilisé, j'ai travaillé à mobiliser beaucoup des femmes handicapées, par exemple, dans différents projets, que ce soit de projets d'entrepreneuriat, des projets, par exemple, pour changer au niveau gouvernemental. Nous, on a, par exemple, ce qu'on dit les plans d'action gouvernementales pour l'élimination des violences conjugales ou autres. On a travaillé à mettre des mesures concrètes pour les femmes handicapées. On veut, par exemple, nous-mêmes, avec notre organisme, on offre des ateliers, des formations pour qu'une maison d'hébergement pour femmes violentées reçoivent aussi des femmes handicapées. Elles aussi vivent des violences et qu'elles aient aussi des interventions adaptées à la réalité et aux besoins de ces femmes-là. Donc, c'est grosso modo quelques-uns des points, en fait, des moyens qu'on utilise pour la revendication et pour notre travail. Voilà, merci. Merci infiniment, Selma Quidri, pour à la fois cet exemple, enfin ce témoignage personnel et collectif, et pour cette approche. Là aussi, vous êtes, enfin, je trouve que vous avez raison de dire, j'ai pas envie d'être un exemple, etc. Mais c'est très important quand même d'être un rôle modèle, enfin de pouvoir inspirer en tant que rôle modèle. Ça, c'est très important. On le voit dans le féminisme aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de gens qui nous font dire, si elle y arrive, je dois y arriver, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces encouragements-là. En tout cas, merci infiniment. Je passe très vite la parole maintenant à Anna Pelaez. C'est vrai qu'on a pris un peu de retard, mais on ira plus vite sur la deuxième partie de toute façon. Anna Pelaez, merci d'être là. Donc, vous êtes, vous n'êtes pas ni d'Algérie ni du Canada, vous êtes espagnole et vous êtes à Madrid là actuellement, où il doit faire meilleur qu'à Montréal, je pense. Vous aussi, vous êtes malvoyante, Anna, et vous êtes au CERMI, au Comité espagnol des représentants des personnes handicapées. Vous êtes commissaire pour le genre et l'égalité et vice-présidente exécutive de la Fondation CERMI Mujeres. Excusez-moi, mon accent bien français.
Et au Forum européen des personnes handicapées, dont nous parlions tout à l'heure en parlant de Claire, vous êtes vice-présidente et présidente du comité des femmes. Donc, félicitations pour ça. Depuis, vous êtes aux Nations Unies, pardon, vous avez été membre du comité des droits des personnes handicapées de 2009 à 2016 et vous avez été aussi sa vice-présidente, Anna. Depuis 2019, vous êtes membre du comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, autrement dit la CIDO, qui est un des traités internationaux, enfin, qui concerne l'un des traités internationaux les plus importants pour les droits des femmes, et donc sur lequel, des socles sur lesquels la clé et toutes nos associations, nous sommes vraiment, nous nous appuyons au quotidien, hein, c'est très important. Et donc, en février 2021, vous avez été élu vice-président du comité CIDO pour la période 2021-2022. Inutile de vous dire qu'on va très bientôt refaire appel à vous maintenant que vous êtes à ce mandat. Voilà. Donc, Anna Pelaez, je vous repose toujours la même question que vous connaissez par cœur maintenant. C'est vous, votre histoire, votre cheminement, mais quel est-il et quels moyens vous avez trouvé vous avez mis en place pour asseoir votre leadership? Anna Pelaez, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la CLEF, pour cette invitation. Pour moi, c'est un honneur d'être ici avec vous et avec toutes les femmes qui nous suivent aujourd'hui, spécialement avec les femmes qui sont part de ces panels, et Claire, Grace, Ansara et Selma. Pour moi, c'est un honneur d'être entre elles. Et voilà, j'aimerais bien, puisque c'est déjà très tard et je dois vous quitter à 7h30, j'aimerais bien prendre cette possibilité de vous parler de 2 questions que vous avez posées dans ces réunions. D'un côté, quels sont les obstacles et comment j'ai supéré toutes ces difficultés pour être où je suis maintenant. Et je crois que ce n'est pas une question facile pour beaucoup de femmes, et spécialement pour les femmes en situation de handicap. Je partage avec mes collègues tous les messages qui se sont déjà passés. Et d'abord, c'est vrai qu'il faut avoir la confiance en soi-même pour devenir leader, et spécialement si on parle des organisations des femmes en situation de handicap, ou si on parle des leaders dans des organisations de l'handicap, et spécialement si on parle ici d'être un leader, si on parle d'un comité des droits humains des Nations Unies. Ça, ce n'est pas du tout facile. Je crois qu'une chose très importante, c'est vraiment essayer de lutter contre les stéréotypes négatifs qu'il y a. Il y a par rapport à l'handicap, mais il y a aussi par rapport au genre, et il y a des autres stéréotypes négatifs. Des fois, par exemple, les gens pensent que tu vas travailler beaucoup plus doucement, il va te falloir avoir des soutiens des autres personnes pour pouvoir être à la hauteur des autres. Et des fois, les gens pensent que parce que tu ne vois pas, parce que dans mon cas, je suis aveugle, et parce que tu ne vois pas, tu ne peux pas faire quelque chose, ou parce que comme tu es une femme, ou parce que tu vas proposer, tu es féministe, et tu vas proposer des questions qui ne sont pas dans l'agenda général, par exemple des organisations des personnes en situation de handicap, ça va poser un problème ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment des stéréotypes négatifs dans différents domaines et pour différentes raisons. Et
tu dois les connaître et tu dois savoir lutter contre ces stéréotypes négatifs. Et puis après, il faut chercher la confiance des autres. Ça, c'est quelque chose de très important. Si tu n'as pas la confiance des autres personnes dans où tu es et où tu veux avoir ton leadership, tu ne vas pas réussir. La confiance des autres, et tu dois la chercher. Par exemple, si tu es dans une organisation générale des femmes, par exemple, tu dois chercher la confiance avec ta position féministe. Ou par exemple, tu peux avoir la confiance des autres dans les domaines, par exemple, les mêmes domaines. Si par exemple, tu as des collègues qui ont eu quelques expériences avec l'handicap. Par exemple, je me souviens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'aide beaucoup et parce que sa mère, elle était sourde et sa fille, donc ma collègue aussi, elle était venue chez moi pour me dire, écoute, je comprends ta situation parce que ma mère, et donc ça c'est une possibilité d'avoir ces sortes de confiance comme ça. Mais la confiance, tu dois aussi l'avoir, par exemple, même si tu travailles dans une organisation des femmes en situation de handicap, parce que ces confiances, tu peux l'avoir et aussi essayant et engager les autres personnes dans tout ce que tu penses que c'est vraiment important. Puis après, il faut proposer solutions à la place des difficultés. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a des obstacles, mais les comités, les organisations et les entreprises n'espèrent pas que tu les poses des difficultés. C'est mieux si tu proposes toujours les solutions. Donc, si tu as une difficulté, n'importe quoi que ce soit, il ne faut pas se plaigner, il faut trouver la solution et proposer la solution la plus confortable pour tout le monde. Parce que sinon, ils vont te laisser de côté. Il faut aussi montrer la capacité de ton travailler pour un bien commun. Les biens communs, c'est ici très important parce que c'est vrai que moi, je suis féministe et je travaille pour les droits des femmes en situation de handicap. Ça, c'est mon commitment, mon personal commitment. C'est ce que je veux vraiment faire pour ma vie et pour le reste de ma vie. Mais c'est vrai que je ne peux pas aller avec cet agenda n'importe où. Je dois travailler pour les biens communs. Si je travaille pour les comités CIDO, je dois par exemple penser comment est-ce que les connaissances que j'ai par rapport aux femmes handicapées ou par rapport aux femmes en situation de spéciale discrimination peut aider au comité. Donc, je dois ouvrir la façon dans laquelle je comprends et je travaille pour les biens que je défends, mais avec un bien commun. Par exemple, si je travaille pour l'EDF, les Fonds européens des personnes handicapées, par rapport aux questions des genres, et je sais que les questions des genres, ce n'est pas autant d'importance pour l'agenda de l'EDF comme c'est pour moi, je dois essayer, par exemple, de donner des autres possibilités aussi pour que c'est ce que j'essaie de proposer peut donner aussi des ressources ou des soutiens à l'EDF. Par exemple, il y a, depuis très longtemps, on travaille pour les droits des femmes handicapées. Et maintenant, on a vu qu'il y a des projets pour la coopération internationale ou des projets dans les commissions européennes où on peut travailler par rapport à la violence contre
femmes en situation de vulnérabilité. Ça, c'est comme ils disent de ça, non? Donc, peut-être ça peut être une opportunité pour cette organisation, même si la question de genre, ce n'est pas autant d'importance pour elle que pour moi-même. Il faut aussi être prête à donner une réponse vite, immédiate. Parce que des fois, le problème, c'est qu'on doit ici penser à une question d'opportunité. Si tu n'es toujours là pour répondre, pour donner l'information, pour proposer, dans ces cas-là, tu vas être directement de côté. Et ça se passe pas au comité, ça se passe n'importe où. J'ai l'expérience de travailler pour une organisation de personnes handicapées, un comité des personnes handicapées, un comité des femmes, une organisation pour la coopération internationale, et c'est la même chose partout. Tu dois être toujours capable de faire une réponse immédiate. Puis, c'est nécessaire de travailler en équipe, travailler avec les soutiens et le travail commun des autres personnes. Ce n'est pas ton projet. Ça doit être le projet commun d'une équipe de travail. C'est pourquoi c'est très important d'engager pas seulement les gens qui sont tes collègues, mais aussi des autres personnes qui peuvent aussi t'aider professionnellement à faire ton travail. Tu connais quelques domaines de ton expertise, mais tu ne connais pas tout. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois te former. Et pour la formation, tu dois vraiment être très exigeante avec toi-même. Tu dois parler des langues. Tu dois essayer vraiment de connaître l'agenda, pas seulement ton agenda, mais aussi l'agenda des autres. Tu dois comprendre pourquoi les autres vont des autres objectifs, etc. Et pour tout ça, tu dois vraiment te préparer. Et puis, tu dois avoir le soutien aussi institutionnel d'une organisation qui peut te soutenir derrière toi. Et aussi le soutien de ta famille. Ce n'est pas facile. Moi, je suis mariée, j'ai une fille, mon mari, et je passe beaucoup de temps en Genève, à New York, à Bruxelles. Et ça, pour tout cela, il faut aussi le soutien à la maison, le soutien dans la famille, le soutien dans ton organisation pour essayer de faire le mieux. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait aider des autres femmes handicapées? Ça, c'est la deuxième partie. Et je vais, avec votre permis, je vais donner aussi quelques idées. La première, pour Absolument, moi, oui. Allez-y. Oui, toujours engager femmes handicapées dans ton travail. Tu dois vraiment essayer de partager avec elles, par exemple, toutes les informations que tu as, toutes les possibilités, par exemple, des convocatoires ou de n'importe quoi que ce soit, tu dois les partager avec femmes handicapées et plus exactement avec les organisations des femmes handicapées. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi les faire participer et pas seulement partager les informations. Si j'ai la possibilité d'organiser un webinaire ou quoi que ce soit, un side event ou quoi que ce soit, ou j'écris un livre, ou je prépare une publication, etc., je dois vraiment faire participer des femmes en situation de handicap ou des femmes, par exemple, qui sont invisibles, des femmes qui sont toujours derrière. Ça, c'est quelque chose pour moi très, très important. Pas laisser personne derrière. Et certainement, si on parle des personnes ici, il faut parler des femmes en situation de handicap. Il y a des handicaps qui sont plus invisibles. Par exemple, l'handicap intellectuel ou l'autisme, ou par exemple les femmes qui sont sourdes aveugles, etc. Il faut trouver toujours, parce que normalement,
par exemple, ici aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont aveugles ou malvoyantes, mais il faut un peu essayer d'avoir la diversité de tous les syndicats et de les faire participer. Puis, il faut faire des consultations. Si tu vas défendre les droits des femmes handicapées, tu dois vraiment savoir que pas parce que tu es une femme handicapée, tu les connais tout. Pas du tout. Il faut faire des consultations. Il faut vraiment connaître quels sont les besoins qu'a ces populations par rapport à ça. Il faut aussi travailler par rapport à la capacity building. Il y a beaucoup de femmes handicapées qui ne connaissent pas les droits qu'elles ont, et qui ne connaissent pas la CIDO, qui ne connaissent pas la CRPD, ils ne se sentent pas du tout citoyens, ils ne se sentent pas du tout femmes. Et ça, c'est quelque chose que, pour moi, c'est très, très, très important. Quand je demande qui es-tu, j'ai toujours envie d'avoir la réponse de « je suis une femme », mais pas quand je travaille avec beaucoup de femmes dans des pays et en développement, la réponse est « je suis handicapée ». Et moi, je suis handicapée, oui, mais qui es-tu? Et vraiment, j'adore avoir la réponse de « je suis une femme et je veux vraiment avoir mes droits ». Non, ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, il faut travailler avec les organisations comme la CLEF, organisation des femmes, parce que, comme la CLEF, il faut faire l'effort d'avoir l'inclusion de tout le monde, pas seulement des femmes en situation de handicap. Les femmes qui ne sont pas devant, qui sont toujours derrière, parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles sont institutionnalisées, parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles ont un handicap, etc., etc., etc. Donc, il faut travailler avec les organisations des droits des femmes, qui défendent les droits des femmes, pour essayer qu'aucune femme soit derrière. Ça, c'est pour moi aussi très important. Il faut bien sûr travailler par rapport aux associations des personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce qu'en général, et comme je dis déjà, la question de genre, c'est une question, la plupart des cas, monétaire, financière. S'il y a des ressources économiques, ça les intéresse. S'il n'y a pas, et normalement, ils ne mettent pas de côté les ressources qu'il faut pour travailler par rapport aux femmes handicapées. Et surtout, pour moi, c'est très, 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 très important donner des évidences. Travailler avec des repos ou des études, des recherches pour montrer c'est ce qu'on défend. Si on dit qu'on est les plus discriminés, il faut les montrer avec des statistiques et des questions qui transparentes. Si on dit que la violence affecte une de chaque 3 femmes en situation de handicap, il faut les montrer. Donc, on doit travailler aussi pour la visibilité de toute la situation qui a la femme en situation de handicap. J'aimerais bien seulement terminer pour dire qu'il n'y a pas de problématique des femmes en situation de handicap. Les femmes en situation de handicap sont des femmes, elles ont beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas la problématique des femmes en situation de handicap. La problématique, c'est de la société qui ne considère pas aux femmes en situation de handicap. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Anna, vraiment pour votre intervention, pour votre dynamisme et pour cette vision large et les perspectives que vous dressez. Anna est passée à la deuxième partie. Il nous reste un peu moins de 30 minutes, donc nous allons vraiment essayer de faire court pour voir comment chacune d'entre vous, donc, vous faites en sorte d'ouvrir la voie à toutes les femmes en situation de handicap ou handicapées, et comment vous pouvez influencer, Selma, quel serait pour vous
de manière ramassée et synthétique, quelles seraient les quelques propositions que vous feriez pour dire, voilà, comment vous pouvez aider les autres et comment vous êtes, que vous le vouliez ou non, un rôle modèle? Oui, en fait, oui, c'est vrai, un rôle modèle. On n'aime pas trop le prendre, mais il est là. Faudrait qu'on montre aussi la voie à ces personnes-là, de faire connaître ce qui a été fait avant nous, de faire connaître ces modèles-là qui nous ont devancés, puis de créer cette relève-là, de dire, OK, c'est à vous, c'est à votre tour maintenant d'avancer. Et tout à l'heure, Anna a dit, en fait, elle a mis la table vraiment par rapport à tout ce qui pourrait être fait. Mais moi, j'ajouterais aussi, avec l'INEI PSH, c'est de créer aussi des espaces sécuritaires, des espaces transparents, des espaces qui incitent les personnes en situation, surtout les femmes, à prendre leur place, de faire de la représentation, connaître les droits aussi, c'est très important que ce soit au niveau national et au niveau international, parce que connaître ces droits, c'est les comprendre, c'est revendiquer d'une autre façon aussi, mais aussi de participer socialement et économiquement aussi pour ces femmes-là. Nous, on crée aussi des opportunités de travail pour les femmes. On encourage les organisations, qu'elles soient publiques, parapubliques ou autres, à créer ces opportunités de travail, à faire confiance à ces femmes-là. Par exemple, si vous faites une annonce d'emploi, je ne sais pas, vous ouvrez un poste de travail, c'est très important aussi de préciser que vous êtes ouvert à ce que des personnes, des femmes handicapées postulent à votre emploi. Par exemple, de préciser en une phrase, à compétences égales, si vous êtes dans tel groupe, vous êtes invité à postuler. Donc, ça donne confiance. Moi, je vais aller les yeux fermés, je vais postuler. Sinon, souvent, moi, si je ne vois pas ça, je me dis, ça va être difficile. Est-ce que je vais parler de mon handicap d'emblée ou non? Donc, c'est beaucoup de questions parce que la société n'a pas évolué, malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas évolué. L'accessibilité universelle n'est pas là. Vous l'avez vu en pleine pandémie, le télétravail est devenu une norme. Mais je vais vous dire, ça fait plus de 20 ans que les personnes handicapées, surtout les femmes, luttent pour avoir le télétravail, pour avoir cette conciliation de travailler à partir de la maison, surtout les femmes. Ici au Québec, avec la neige, souvent les tempêtes de neige, on est confiné pratiquement. Là, je vois des personnes en fauteuil roulant qui sont confinées complètement parce que ce n'est pas sécuritaire, elles ne peuvent pas sortir. Donc, le télétravail aurait été une belle opportunité. Beaucoup n'ont pas eu cette chance-là, mais au jour d'aujourd'hui, puisque c'est devenu une nécessité, tout le monde y a accès et on voit comme c'est facile et comme c'est assez. Moi, je vais vous le dire, il y a 20 ans, il y a presque 15 ans, je travaillais déjà avec le Zoom. Donc, on est déjà habitué, on a déjà développé des compétences que peut-être les organismes. Donc, c'est important de reconnaître ce savoir, ces compétences, puis de mettre de l'avant ces femmes-là. Nous, personnellement, dans notre organisme, on encourage vraiment la représentation, on encourage vraiment la gouvernance paritaire. Vous, en tant qu'organisation, ça serait intéressant d'avoir des femmes sur votre conseil d'administration, des femmes handicapées. Ça va ramener la différence et arrêter de nous questionner, par exemple, de nous dire comment je vais rendre accessible ça? Il y a des guides. Nous-mêmes, on a développé des guides. On a encouragé avec notre travail des organisations à mettre des guides pour organiser des événements accessibles, pour accueillir toutes les femmes dans toute leur diversité. Et je peux vous dire que même dans le milieu des personnes handicapées, on a de la difficulté à prendre notre place en tant que femmes handicapées. Là. Juste de les éduquer par rapport à l'approche intersectionnelle, de leur dire les femmes sont présentes, l'égalité de fait est très importante. On a tendance à souvent se battre. Donc, on met beaucoup de l'avant cette participation sociale, cette participation économique pour les femmes, de les inviter. Puis moi, personnellement, ce que je dis aux femmes avec qui je travaille beaucoup avec la relève, que ce soit les encourager à faire des études, à aller de l'avant aussi, mais aussi de nommer leurs limites aussi. On n'est pas des superwomen, on vous impose pas de devenir des superwomen vous aussi. Vous avez vos limites comme toutes les autres femmes. C'est pas vrai qu'on doit aussi démontrer qu'on est plus forte, qu'on est toujours prête à tout. Non, on a nos limites aussi. Il faut que l'autre aussi comprenne nos limites et faire avec ça. Parce que chacune de nous, et même celles qui ne sont pas en situation de handicap, ont leurs propres limites et elles ont plus de facilité à les nommer, quoique c'est plus difficile pour certains. Il y a certaines. Mais on doit les nommer et dire comment on peut composer avec ça. Il y a des solutions. Moi, j'ai des solutions. J'ai mes limites, mais j'ai mes solutions aussi. Voilà comment on peut faire. Voilà comment je vais faire. Puis c'est tout le monde
collectivement, on peut mieux avancer. Donc, on le voit de cette façon-là, nous, vraiment, puis comme tout à l'heure, on l'a dit, c'est connaître ses droits, c'est primordial pour vraiment travailler à l'élimination de toute forme de discrimination et d'exclusion que vivent les femmes handicapées. Les personnes handicapées, depuis des années, vivent à sortir, plutôt luttent à sortir du modèle de charité, du modèle médical. Le modèle social aussi est en train de faiblir. C'est peut-être, ça nous prend plus que ça. Je veux vous dire, on est maintenant plus avancé. On n'est plus dans l'analyse seulement intersectionnelle. On est dans l'analyse aussi postcoloniale pour certains groupes, surtout de femmes handicapées aussi, qui sont dans un parcours migratoire assez, qui vivent aussi des discriminations par rapport aussi à leur réalité et à leur histoire aussi. Donc, c'est très important de comprendre, d'écouter et aussi important de regarder, de faire nos études, comme tout à l'heure on l'avait dit, d'avoir ces femmes-là qui font partie de nos statistiques. Oui, on ne veut pas être un numéro, mais c'est très important. Si on n'est pas dans les statistiques, on ne considère pas et on n'a pas des programmes ni des services qui peuvent répondre à nos besoins. Et ce qui est important, c'est la femme au centre de tout, c'est qu'on lui donne l'opportunité de se réaliser elle-même, quels sont ses besoins et qui elle est, de se connaître elle-même aussi. Ce n'est pas juste de lui imposer une façon de faire et de lui dire, voilà, c'est comme ça que tu devrais te développer. Non, il y a différentes façons, comme ici aussi on parle même presque plus de femmes en situation de handicap ou handicapées, on parle de femmes avec des capacités différentes. Donc, on a toutes nos capacités, mais elles sont différentes. Donc, voilà ce que j'aurais voulu ajouter dans la... Je voulais juste, c'est pas une recommandation, mais juste un petit truc que je rajouterais, c'est que nous travaillons toutes comme femmes en situation de handicap ou femmes tout court, là, c'est important pour que la relève aussi pense à bâtir des solidarités aussi avec tout le monde, sortir de nos silos, bâtir des solidarités réalisant des communautés sécuritaires, égalitaires et inclusives, c'est très, très important. Donc, c'est un travail continuel et c'est à nous aussi de sortir. C'est pas d'attendre que les autres bougent aussi, c'est que nous aussi, on peut le faire et on peut s'imposer puis nous mettre dans l'agenda, même si les autres... Donc, c'est juste une suggestion que nous, on le fait souvent ici et peut-être au niveau mondial, on devrait le faire. Là. Merci. Alors, écoutez, je vais faire court parce qu'on a peu de temps et qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Moi, je crois que je maintiens le fait que je suis pas leaduse, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Je ne suis pas exceptionnelle non plus. Et en fait, je n'ai pas du tout envie qu'on dise que je suis exceptionnelle parce que je crois que ça dessert l'ensemble des femmes en situation de handicap de dire que certaines sont exceptionnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait parce que j'ai été extrêmement bien entourée, parce que j'ai eu la chance de naître dans un milieu, on n'en a pas parlé assez, je crois, mais j'ai eu la chance d'être dans un milieu économique, culturel, favorisé, et ça change quand même beaucoup les choses. J'ai eu la chance de ne pas rencontrer la violence, de ne pas être violée, de ne pas avoir toutes ces blessures que les femmes vivent. Donc, je ne suis pas exceptionnelle. La seule chose qui est exceptionnelle chez moi, c'est la place que j'occupe du fait du handicap, c'est-à-dire que, effectivement, statistiquement, une femme comme moi, aveugle et sourde, elle est rarement dans une vie sociale multiple, à faire des activités professionnelles, associatives, militantes, à avoir une vie amoureuse, sexuelle. Tout ça, en général, c'est très difficile et très, très compliqué pour les femmes handicapées, non pas parce qu'elles ne sont pas exceptionnelles, mais parce qu'elles n'ont pas la chance d'avoir toutes ces conditions réunies. Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui, en 2022, qu'on arrête de penser que certaines femmes sont exceptionnelles, parce que ça met la lumière sur elles et c'est peut-être bon pour l'ego, mais c'est très mauvais, à mon avis, pour la cause. Donc, je pense qu'il faut au contraire qu'on dise que c'est normal, en fait. Le parcours que j'ai, moi, il est normal. C'est-à-dire que j'ai jamais souffert du fait d'être aveugle ou d'être sourde. Ça m'a jamais empêché de rien faire parce que j'avais toutes les conditions réunies autour de moi pour que ça ne soit pas un barrage, pour que ces entraves-là, elles tombent, toutes ces barrières, elles sont tombées parce qu'il y avait les autres, parce que j'avais les moyens, parce que j'avais la culture, parce que j'avais l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, le combat, il doit se situer là.
c'est-à-dire exiger de manière absolue que toutes les femmes elles aient ça, et faire attention à cette mise en lumière de certaines qui seraient différentes, plus héroïques, etc. Parce que moi, je ne le crois pas. Les femmes que je rencontre, elles sont à l'identique de moi, mais elles ont eu moins de chance et elles ont eu moins de conditions favorables que moi. Et je pense que si j'ai un seul message à porter, c'est ça. C'est dire à toutes celles qui luttent, pour qui c'est difficile, que ce n'est pas forcément lié à votre corps, à ce que vous êtes, à vos différences. C'est lié à une société qui doit se révolutionner, qui doit se changer pour vous permettre que ça ne soit pas une entrave, parce que ça n'en est pas une de fait. Voilà. Si j'ai un message à porter ce soir, c'est celui-là. Alors, je peux être à la continuité de ce que Anne venait de dire, puisque moi, je fais plus de recommandations au niveau psychologique. Et donc, pour moi, la société a le rôle très important d'avoir la chance que nous, pour moi, comme je parle de moi, on a eu d'être bien entouré déjà au niveau familial, des parents qu'on a eus, après que la société puisse être bien à nous accompagner à faire les études, et à la suite, rencontrer tout ce qu'on veut aller quand on veut faire la politique, rencontrer les bonnes personnes qui nous laissent la place, quand on veut rentrer dans les associations, avoir des personnes qui nous laissent l'espace pour pouvoir dire et mettre en place ce qu'on a besoin. Et après, quand on rentre dans les coordinations, qu'on trouve les gens comme Jocelyne qui nous laissent avoir la possibilité de faire les webinaires ou de faire ceci pour essayer de parler de nous. Donc, quand on a cette ouverture, on peut devenir une femme complète. Donc, moi, c'est ce message que je peux leur faire passer, le message de croire en eux et créer l'espace où elles peuvent venir déverser leur désir. Et bien conscientiser qu'elles ont droit d'avoir un désir et de vivre dignement et de demander à la société de les aider complètement. Merci beaucoup, Grâce, pour ton témoignage et pour ta proposition. Je vais laisser la parole en conclusion, en quelque sorte, à Claire. Oui, alors plutôt qu'une conclusion, je vais plutôt faire une ouverture, en fait, de dire que… Oui, tu as raison. Les voilà, conclusions, c'est toujours vers des ouvertures. Une ouverture pour pouvoir montrer que vraiment, si on veut, on peut. Bon, alors bien sûr, toutes les personnes ont bien montré comment c'était important que l'environnement autour soit là et comment il faut s'appuyer sur les autres et comment il faut travailler collectivement et que c'est vraiment le plus important. Et je pense qu'effectivement, on a vu comment, en étant solidaire, en étant de bonne volonté comme on l'est en particulier les associations féministes, comme elles le font aussi, qu'elles sont ensemble, que c'est important effectivement pour que les femmes handicapées puissent réaliser ce qu'elles ont envie de faire, que c'est vraiment l'environnement qui est autour d'elles et sur lequel elles doivent s'appuyer. Voilà, je pense que c'est la partie la plus importante et donc il faut faire le maximum pour que la société soit ouverte et leur permette de faire ce qu'elles ont désir de faire. Et en plus, la société va en bénéficier beaucoup aussi parce qu'elles ont beaucoup d'expérience, elles ont beaucoup d'astuces, beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité. Voilà, donc je ne sais pas si maintenant on aura le temps d'avoir une ou deux questions. J'en doute, j'en doute. En tout cas, merci beaucoup Claire pour cette conclusion en ouverture. Et je n'ai pas vu de questions dans le chat. Donc, je pense que nous allons pouvoir clore ce magnifique panel. Je vous remercie toutes et tous les participants, bien sûr, qui ont suivi de bout en bout. Vous, chacune de nos panélistes, Anne-Sara, Selma, Anna, Grâce et Claire, merci vraiment. Je ne sais pas, donc, pour faire un clin d'œil à Anne-Sara, je ne sais pas si vous êtes des personnes exceptionnelles, mais vous êtes des belles personnes, ça c'est évident. Et je suis personnellement extrêmement touchée et honorée d'avoir pu vous écouter, vous accueillir modestement derrière l'écran de la clé. Et je pense que nous
j'espère que nous pourrons faire d'autres bouts de chemin ensemble pour les femmes et pour les femmes en situation de handicap aussi. Voilà. Je vous remercie, je vous dis au revoir et à la prochaine fois, nous serons, ce sera le 1er février et ce sera sur la présidence française de l'Union européenne et la Convention d'Istanbul, qui est le traité européen qui lutte contre les violences, toutes les violences faites aux femmes. Je vous remercie. Je veux juste remercier aussi très rapidement quand même notre vélotypiste Camille Ribeiro, qui a fait un travail remarquable dans l'ombre, mais bravo, merci. Et merci aussi à Agathe Loumalia, la chargée de mission de la Clé, qui a géré de main de maîtresse et avec beaucoup d'efficacité et de discrétion ce numéro des Mardis de la Clé. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.